ce que vous avez exposé, dans le mythe de la création d'Ogon, apparaît un symbole sous forme d'un animal qu'on retrouve dans d'autres civilisations, le serpent, en particulier dans d'autres religions, dont les religions chrétiennes, et également en Amérique du Sud, et également même, je crois, en Europe centrale, dans les pays disons, de la sibérien. Donc ce mythe du serpent semble être un mythe assez universel. Est-ce que chez le Dogon, ce mythe du serpent est rapporté et plaqué sur l'ancien mythe de Sirius, ou bien est-ce qu'il est antérieur? Parce que vous n'en reparlez pas après, apparemment. Oui, bien sûr. J'ai un petit peu de mal, j'avoue que je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment ethnologue, j'ai donc par contagion, si je puis dire, amassé un certain nombre de connaissances. Effectivement, ce mythe-là, en fait, paraît très ancien, parce que c'est vraiment le mythe du voyage et de ce qui reste, de ce qu'on est obligé de garder lors d'une migration, puisque c'est avant d'être Sirius et le Soleil réunis, hein, c'est avant tout pour les Dogons l'esprit des ancêtres qui voyagent sous terre. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que c'est peut-être encore plus profond. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les connaissances astronomiques des Dogons vous ont permis d'évaluer la durée de leur mémoire orale? Non, pas directement, parce qu'on ne peut pas, sauf que si on fait l'hypothèse que ce phénomène de levée iliaque, par exemple, qu'on connaît des Égyptiens, donc si on fait l'hypothèse qu'il a été transmis aux Dogons, ça veut dire que la mémoire orale remonterait jusqu'à cette période ancienne. Ce qui pour moi ne pose pas vraiment de problème. Je pense qu'un certain nombre de rites, de règles de vie ou d'organisation sociale se sont transmis. On en a sans doute d'autres exemples, il ne me revient pas à l'idée, mais sur des périodes aussi longues. On voit bien le vecteur de la religion, par exemple, maintient en vie un certain nombre de règles et de principes pendant très très longtemps. Donc ça, je le mets, si c'était avéré, si on arrive à le démontrer, encore. Pourquoi faudrait-il le démontrer vraiment complètement? Ça me semble aller assez de soi. Je pense que pour moi, l'histoire du lever iliaque, en fonction de la proximité avec l'Égypte et de tous ces moyens de communication, il me semble bien qu'ils auraient été hérités pour les Dogons depuis les Égyptiens. À ce moment-là, il faudrait compter en milliers d'années, disons 1500, 1800 ans, je ne sais pas effectivement à quel moment. On sait que déjà à la fin, le rite égyptien était déjà bien perdu à la fin, au début de l'ère moderne, quoi. On a soi-disant fêté le damier parce qu'il y avait des périodes zodiaques, ce qu'on appelait les périodes zodiaques, c'était comme l'année égyptienne se décalait d'un quart de jour parce qu'il comptait en jours entiers, la date du lever iliaque à la même période de l'année se répétait toutes les 1466 ans, et donc ces grandes périodes se répétaient, étaient fêtées. Je crois qu'on a fêté la dernière en l'an 20 ou avant l'ère moderne, et donc après c'était déjà plus tellement pratiqué, donc les Égyptiens eux-mêmes commençaient à oublier un petit peu cette règle-là. Et donc il faut bien compter que c'est à peu près à partir de cette période-là que si les Dogons ont récupéré quelque chose, c'est à ce moment-là, c'est pas beaucoup plus tardivement, ou alors il faudrait imaginer que c'était conservé en Égypte dans certains endroits, je ne sais pas. Mais pour répondre à votre question directement, je pense que je n'ai pas beaucoup de problème à imaginer qu'on puisse garder une mémoire, même par un vecteur oral, sur des milliers d'années. Ça ne me paraît pas, vu ce que je connais maintenant de la fonction de la parole dans certaines sociétés. Justement, c'est pour ça qu'on a sans doute inventé, dans ce cas-là, des langues secrètes, des langues particulières, qui sont justement adaptées à véhiculer ça, qui ne veut pas forcément répéter urbi et torbi partout, mais qui au moins forment la base d'une initiation. Et l'initiation, c'est très très fort, ça on le sait, effectivement, je pense. Voilà. Un peu dans le même registre, là, cette cérémonie répartie sur quelques années, tous les 60 ans. Bon, 1970, là, bon, il y a le film, il n'y a pas de doute. 1910, bon, j'imagine qu'on doit avoir est-ce qu'on a des rapports? Ah non, on n'a rien du tout, parce que je pense on n'a rien? Non, je pense que si tu veux, auparavant... Il y a la fête des vignerons à Vevey, c'est tous les 25 ans, bon, on sait quand même, moi j'en ai vu. Oui, mais rien ne prouve qu'un Argentin serait capable de se rappeler la fête des vignerons, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que la connaissance, et peut-être notamment les premiers, évidemment que les premiers Dogons qui ont interrogé Marcel Griault et Germaine Zahn leur ont raconté le Sigui qu'ils avaient vécu, si tu veux, tu vois. Donc ils ont, c'est pour ça qu'ils l'ont retranscrit tellement fidèlement.
Mais après, il a fallu que ça soit effectivement ce travail de Massagero que ça atteigne l'Europe occidentale. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ait des choses très, très documentées. On a pratiquement travaillé avec la question à tiroir, là, j'ai vu, bon, les relevés, ça a été fait avec une boussole. Bon, ça a une certaine précision. L'ethnologue était admiratif. Mais alors, finalement, c'est à peu près à 15 degrés de latitude sur les cartes. Là, on a vu à 14, peu près. oui. Donc, est-ce que je dis une bêtise? 15 degrés de latitude, il faut combien de temps de précession pour que, à la précision des mesures, le soleil, lui, il passera toujours sur le même rocher, hein, pas de problème, mais Sirius, elle se balade à la fois en déclinaison et en ascension droite. Donc là, on est à l'équateur, ça tombe pas perpendiculairement, mais presque. Donc, bon, il faut en déclinaison. Ouais, c'est pas très rapide. Je l'avais calculé, je l'avais plus en tête. Hein. Ouais, donc, il faudra, à la précision des mesures, il faudrait remonter vraiment très, très loin pour que ça ne colle plus. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs, tu connais le problème avec les datations égyptiennes, c'est un peu la même chose. Ça varie tellement lentement que l'intervalle d'incertitude sur les dates, c'est quand même assez important. Ma question porte sur la liaison entre la tradition orale, donc, et puis le phénomène physique lui-même, qui est soit périodique, soit qui a été unique, qui s'est produit en une seule fois. Donc, en fait, la question porte sur le fait que quelle est la période normale d'une novée classique dans un cas comme Sirius A et B. C'est peut-être un cas standard pour lequel on peut associer une période moyenne d'événements due au transfert de matière, puisque c'est un transfert, explosion, ensuite ça recommence. Donc la tradition orale s'est peut-être implantée par cette périodicité. Donc, en fonction même donc, de la valeur de cette période. Par contre, si on laisse tomber l'aspect périodicité, donc nova récurrente, est-ce qu'il n'y a pas eu, en quelque sorte, un événement unique qu'on peut estimer dans le passé et qui pourrait en même temps répondre à la question de la valeur de la tradition orale? Voilà, c'est un peu ça. Oui, non, mais j'ai compris à peu près, oui. Oui, en fait, ceci dit, c'est assez complexe parce qu'une vraie nova, c'est relativement brillant. Imaginons ça à la distance de Sirius. Si c'était une vraie nova, ça aurait considérablement augmenté la luminosité du couple de l'étoile A et B. Et donc, il faut imaginer que ce ne soit pas tout à fait. Alors, donc, peut-être on tombe dans ce qu'on appelle effectivement les novas récurrentes, qui sont de bien moindre amplitude. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de... Il y en a qui elles ne sont pas périodiques. Hein. C'est un peu aléatoire en fonction du taux de remplissage de l'enveloppe qui va finalement brûler. Et donc, on n'a pas beaucoup de contraintes astronomiques là-dessus. Mais c'est effectivement un phénomène qui peut se produire n'importe quand, qui peut se répéter ou pas se répéter. Dans certains cas, on va attendre des centaines d'années avant que ça se répète, ou même plus des milliers d'années. Dans d'autres cas, ça peut se répéter tous les 10 ans. Enfin, donc, il y a une grande possibilité. Non, le problème particulier avec cette hypothèse-là, c'est d'arriver à démontrer, en tout cas que maintenant, c'est totalement insuffisant ce qui se passe entre A et B, même avec les mesures qui ont été faites de cette perte de matière, ce serait insuffisant. Donc il faut quand même remonter dans l'histoire de Sirius A et imaginer qu'éventuellement, il y ait des petites irrégularités dans cette espèce de perte de matière. Est-ce que Sirius B n'a pas été à un certain moment plus lumineux que Sirius A? L'événement a été chauffé au passage et que oui, c'est... Ouais. Bon, un transfert en quelque sorte, un transfert à ce moment-là unique qui a fait que les luminosités se sont inversées. Et en même temps, les changements de couleur. On a quand même beaucoup de contraintes parce que si un événement trop violent et trop important s'était produit, ça veut dire que de la matière se serait répartie autour du système et on devrait notamment en avoir une trace sur la ligne de visée. C'est assez contraignant cet aspect-là. Il faut que l'événement se soit passé en mobilisant une quantité de matière relativement pas trop importante et qu'elle ait réussi à se dissiper dans un temps relativement court. Et donc, bon, la première hypothèse qui a été évoquée au moment de la couleur, qui est encore rediscutée dans certains cas, mais qui s'avère extrêmement difficile à réconcilier avec ce qu'on connaît de l'étoile naine blanche à l'heure actuelle, c'est de façon particulière la transition de géante rouge
a une naine blanche extrêmement rapide. Par exemple, pas du tout dans les échelles de temps qu'on calcule habituellement, 20 000 ans, mais en quelques centaines d'années. C'est très compliqué à faire, très très compliqué à faire, et on ne sait pas très très bien le faire en fait à l'heure actuelle. Mais sinon, effectivement, c'est idéal, ça répond à la fois à l'événement particulier et au rougissement qui serait produit, puisque évidemment, avant d'être une naine blanche, cette étoile a été une géante rouge, l'étoile qui a formé Sirius B. Et donc c'était idéal. C'est très difficile à faire cadrer avec ce qu'on connaît des naines blanches, et surtout, la naine blanche à ce moment-là produite si elle était produite il y a moins de 2000 ans ou 2000 ans, aurait une température bien plus élevée que 30 000 degrés K. Parce qu'elles mettent du temps à se refroidir, les naines blanches. Et quand elles se sont formées, elles atteignent les 100 000 degrés. Et donc, elles auraient normalement une température bien plus élevée de 60 000 degrés K. Donc, il faudrait encore imaginer qu'elle s'est produite, elle n'a pas la température habituelle d'une naine blanche. Tout ça fait que c'est très compliqué. En fait, c'est pour ça qu'on a laissé un petit peu de tomber cette hypothèse. Elle a été rediscutée il y a une dizaine d'années. Pour moi, ça va être légèrement différent. Il y a Gizeh, et se réfère sur les équinoxes d'été et d'hiver. Pour Stonerange, idem. Pour les équinoxes d'été. En Amérique centrale, c'est pareil. Est-ce que pour le lieu, c'est un quatrième lieu de convergence sur ce système? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas en détail. C'est-à-dire que c'est évident que ce genre ce qu'on appelle les pierres dressées, de plus en plus, ce n'est pas toujours le cas. Hein. C'est-à-dire que c'est pas toujours, il n'y a pas toujours une signification astronomique. C'est pour ça que ça a un petit peu brouillé les cartes, parce qu'on quand on veut absolument trouver une signification astronomique, la plupart du temps, on se trompe aussi. Hein. Mais dans beaucoup de cas, tu parles de Stonehenge, on peut parler de pas mal d'endroits où c'est vraiment des repères. Ça paraît tout à fait naturel d'avoir des repères et des cailloux assez éloignés les uns des autres qui servent de ligne de visée quand on veut repérer et se remémorer. Donc c'est la même lignée, hein. C'est pour ça que là, le site qu'on a repéré, c'est du même ordre, enfin moins peut-être complexe que Stonehenge, mais c'est la même nature. Moi, une dernière question. Pas mal de travaux anciens laissent à penser que nos ancêtres avaient une acuité visuelle un peu meilleure que la nôtre actuellement. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a eu à un moment donné un coronographe naturel qui permette de voir ce compagnon B de Sirius? C'est très très difficile à imaginer, parce que là je vous ai donné la distance entre les étoiles. Elle varie entre 3, on va en parler en secondes d'arc, donc en une fraction de degré, donc 3600e partie, et elle varie entre 3 secondes et 12 secondes d'arc. C'est la séparation maximale, c'est 12 secondes d'arc. Or on pense que l'œil est capable au mieux, et dans des étoiles qui n'ont pas une différence de magnitude aussi importante, de distinguer quelque chose que de l'ordre de la minute, donc de 60 arcs-secondes. Donc on est quand même assez loin. Imaginons même qu'on puisse, d'une certaine façon, avec l'œil, ne pas se laisser éblouir par l'étoile d'à côté. Elle est encore trop proche pour que simplement, par l'acuité, on puisse les séparer. Enfin, moi, c'est ce que... D'accord, ben, remercions encore notre conférencier. Merci à vous. Bonsoir.